Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on va parler d'art engagé et d'imaginaire collectif. J'ai pris pas mal de temps à écrire et à enregistrer cet épisode, et ça va peut-être être le cas ces prochains temps, tout simplement car ce sont des épisodes qui me tiennent vraiment à cœur. C'est des sujets qui sont, je trouve, assez difficiles à traiter et que je voulais aborder de la bonne façon, et je voulais prendre le temps de vraiment structurer ma pensée avant de vous en parler. C'est des sujets qui me trottent dans la tête et qui sont importants pour moi au quotidien. Mais c'est pas pareil d'avoir des pensées et ensuite de devoir l'expliquer à autrui de la bonne façon et en passant les messages qui nous tiennent à cœur. Du coup, voilà, je voulais prendre le temps de bien faire les choses et ça m'aide en plus à structurer un petit peu ce que je pense, donc c'est intéressant pour moi comme exercice. Je voulais commencer cet épisode en vous faisant un disclaimer et en vous disant que voilà, je suis pas philosophe, je suis pas scientifique, je suis pas journaliste, je suis totalement subjective. Ici, je vous parle de mon point de vue sur des sujets que j'essaye bien sûr d'agrémenter et d'argumenter, voilà. Mais ça reste mon point de vue sur les choses. Je ne pense pas être parfaite, très loin de là, et je pense que personne ne l'est. Je veux pas être moralisatrice, je veux pas essayer de promulguer une quelconque bonne parole. J'essaye simplement de réfléchir sur mon métier et sur comment j'essaye de le vivre au mieux et j'essaye de voilà vous partager ces réflexions-là et peut-être introduire entre nous des débats, des discussions et vous inviter voilà à me donner vos avis à vous en commentaire ou sur peut-être de prochains podcasts. J'aimerais en tout cas que ce podcast soit assez interactif et qu'on puisse discuter de tout ça ensemble. C'est pas du tout un jugement sur deux artistes ou une façon de dire regardez comme je fais bien les choses. Je pense que je fais encore très mal les choses sur plein de sujets et que ce sera le cas toute notre vie. On fait pas toujours les choses bien, mais en tout cas on essaye de réfléchir ensemble à comment pouvoir créer un art plus inclusif ou de pouvoir mettre notre main à la pâte dans la lutte avec les outils qu'on a. C'est plus cette philosophie-là que j'adopte et j'espère que j'arriverai à communiquer en conséquence là-dessus et que mon message pourrait être reçu de la bonne façon. Voilà, petit disclaimer, c'est uniquement ma petite pensée et c'est tout. Et je serais ravie d'avoir vos conclusions à cela également. On peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Et pour ça, je voulais poser une question qui est assez vague et assez commune, je veux dire banale. C'est la question de un artiste doit-il forcément être engagé dans son art ? Quand je parle d'engagement ici, c'est d'engagement politique. Et pour moi, la politique, c'est très large. La politique, la définition, c'est tout sujet qui fait débat en société. Je pense que la politique, ça regroupe beaucoup plus de choses que ce qu'on pense au premier abord, parce que quand on parle de politique, on pense directement à des sujets économiques, des sujets sociaux, des sujets écologiques, mais je pense que ça regroupe même plus de choses et que, par exemple, l'intime est politique, donc l'amour est politique, donc les relations sociales sont politiques, etc., etc. Alors, je vais pas faire thèse, antithèse, synthèse sur cette question. Elle me permet juste d'introduire la suite de mon déroulement de pensée. Mais je pense que pour y répondre, déjà, il faut un peu définir tout ça. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est un artiste ? En quelques mots, on pourrait dire qu'un artiste, c'est quelqu'un qui crée des œuvres destinées à toucher la sensibilité et à l'émotion de celui qui la regarde et à représenter à travers ses yeux le monde ou un concept ou quelque chose. Voilà, c'est représenter à travers son regard quelqu'un, quelque chose, un concept, n'importe quoi. Et l'art engagé, qu'est-ce que c'est ? L'art engagé, c'est un art qui a pour but de revendiquer, de sensibiliser, voire de changer la vie ou de créer des débats avec les personnes qui le reçoivent, avec le public. Et du coup, un artiste doit-il forcément être engagé dans son art ?
Je pense que non, tout simplement parce que c'est important, je pense, de garder une liberté dans ce qu'on produit. Et si il y a des gens qui veulent faire des courts-métrages sur le sujet de la pâtisserie sans aucun regard politique dessus, c'est très bien en fait. Et je pense qu'il y a plein de sujets qui sont pas forcément... et de courts-métrages d'ailleurs, et de films qui sont pas forcément engagés, ou de photos ou de peintures, ou voilà, qui ne sont pas engagés, et ça fait pas de ça des œuvres moins importantes, des œuvres moins impactantes, ou des œuvres qui sont moins bien que d'autres. Je pense que voilà, on n'est pas obligé d'être engagé dans son art du tout. Par contre, je trouve ça très intéressant de se poser la question, parce qu'effectivement, elle montre bien que l'art a un impact, et l'art a un impact tout simplement parce qu'il nourrit notre imaginaire collectif, en tout cas il y participe. Il faut faire attention par contre à ce qu'on représente et à comment on le fait, par quels moyens, parce que ça a un impact sur notre société. Là je vous partage un petit peu ma vie et mes réflexions de jeune photographe, voilà. Mais tout ça en fait on peut l'appliquer à tout autre métier. Il faut faire attention à l'impact qu'on a sur la société. Et donc pour moi quand on crée une œuvre d'art, comme quand on exerce son métier, on doit se poser des questions sur ce qu'on fait au quotidien et remettre en question ce qu'on fait pour garder un petit peu cette ligne sur laquelle on veut être de avoir un art éthique, inclusif, etc., etc. C'est peut-être un peu flou dit comme ça, du coup, qu'est-ce que c'est que les questions qu'on doit se poser au quotidien sur notre art, c'est voilà, comment est-ce qu'on représente les choses, pourquoi on les représente ainsi, comme on l'a dit, un artiste, ça mâche le monde en fait à travers son regard. Alors, quel est notre regard? Quelle est notre position dans le monde? D'où est-ce qu'on vient? Quels sont nos privilèges? Quels sont nos traumas? Quelles sont nos expériences de vie qui font qu'on a cet avis-là ou cet avis-là sur les choses, ce regard-là ou ce regard-là sur les choses? Et du coup, aussi, comment ça influence nos propres représentations, nos propres schémas de reproduction sociale. Pourquoi, quand je vais choisir tel ou tel personnage, directement, je vais chercher tel ou tel physique, tel ou tel genre, telle ou telle personne. Et je pense qu'il faut aussi se poser des questions sur comment on fait les choses, le processus qui nous amène à notre œuvre finale. Bien sûr, c'est pas toujours simple, parce que je pense qu'un jeune artiste galère déjà énormément niveau thunes, niveau s'en sortir dans sa vie. Alors ça peut être une partie peut-être un peu plus compliquée, mais où est-ce qu'on va aller chercher nos accessoires, nos vêtements, comment est-ce qu'on va trouver notre équipe, comment on les rémunère. Ça peut être des questions un peu plus compliquées dans un début de carrière, donc je pense que les autres choses sont peut-être un peu plus indispensables et faciles à mettre en œuvre. Par contre, dans notre équipe, pareil, comment on les forme nos équipes, comment elles sont constituées. Et voilà, toutes les choses sur lesquelles on peut avoir un impact, je pense que c'est important de les réfléchir et d'essayer de faire au mieux en tout cas. Et je pense que ça rend notre art d'autant plus riche et d'autant plus réfléchi. Et même si ça demande du coup une réflexion un peu plus poussée et plus longue, et peut-être engendre des galères aussi plus compliquées. Par exemple, comme on a dit sur comment on gère nos accessoires, nos trucs, et comment on essaye de faire en sorte, par exemple, que ce soit de la seconde main, j'en sais rien. Tout ça, on va en reparler à la fin du podcast, mais j'aimerais déjà revenir sur la notion d'imaginaire collectif. Moi, je vais vous définir un petit peu de ma façon ce que je pense quand je parle d'imaginaire collectif. Pour moi, l'imaginaire collectif, ça va être l'ensemble des représentations, que ce soit dans l'art, mais aussi dans notre vie de tous les jours, et dans notre histoire, dans l'histoire avec un grand H de l'humanité, qui font qu'aujourd'hui, on représente les choses d'une certaine façon dans notre tête, et qu'on a des préjugés ou des façons de réfléchir le monde un petit peu communes. L'imaginaire collectif, je pense que c'est nourri autant par l'art et toutes les œuvres qu'on avale et qu'on voit tous les jours que par les pubs, que par la télé. Donc toutes les œuvres audiovisuelles mais aussi écrites, toutes les œuvres peintes, toutes les sculptures, tout ce qu'on peut voir d'actuel ou d'ailleurs d'œuvres plus anciennes. L'imaginaire collectif, pour moi, il est aussi nourri par l'histoire, par ce qu'on a pu apprendre de comment l'humanité a évolué,
Voilà, c'est aussi des histoires qu'on nous raconte, voilà, ça c'est aussi une forme d'imaginaire, même si bien sûr ce sont des faits qui se sont déroulés, c'est des histoires voilà, qu'on nous a contées. Je pense que l'imaginaire collectif c'est aussi nourri par la réalité. Je pense que l'imaginaire collectif c'est aussi nourri par la réalité. Donc encore une fois, des œuvres plus anciennes, l'histoire qu'on nous a contée de l'humanité, c'est aussi nourri par la réalité plus actuelle. Donc voilà, qui sont nos personnalités politiques, qui sont nos professeurs, nos médecins, qui sont nos pompiers. Tout ça, c'est ce qu'on appelle aussi des rôles modèles, par exemple. Par exemple, si toute votre vie, votre professeur des écoles, la professeure des écoles, de tous vos amis ou dans toutes les séries télé que vous avez vues, les professeurs des écoles, c'était des femmes. Quand on va vous parler de professeurs des écoles, l'image que vous allez avoir en tête, c'est une femme. Et c'est le cas pour plein d'autres choses. Je pense que l'exemple le plus simple à utiliser pour imager ça, c'est les représentations genrées, parce qu'on en a beaucoup entendu parler ces dernières années, et comment elles influaient sur les comportements de nos enfants et du coup de nos adultes ensuite. Et de voir comment les hommes et les femmes, par construction sociale, n'ont pas été élevés ni représentés de la même manière, et du coup avaient ensuite des comportements significativement différents et des façons de se voir et des façons de se réfléchir et des façons de poser ses limites ou d'en utiliser trop. Si on veut un exemple concret, on peut aussi parler de la pornographie et de son impact sur la sexualité des adolescents et des adultes aussi. Voilà, il y a beaucoup de réflexions hyper intéressantes autour de ces sujets-là aussi que j'aimerais peut-être aborder avec vous à un moment, mais enfin voilà, il y a plein de gens qui en parlent et qui réfléchissent à comment faire peut-être un porno plus éthique. Enfin voilà, tout ça, je pense que ce sont des sujets primordiaux et qu'on doit beaucoup réfléchir à ça parce que ça a un impact réel et que quand on est en art, on est des acteurs aussi de ça. On peut aborder également cette notion avec le prisme des rôles modèles. En cinéma, on l'avait beaucoup vu aussi et à quel point voilà, il y a peu de personnages principaux féminins. Les femmes ont très peu de premiers rôles, et c'est encore pire quand ce sont des femmes racisées ou des femmes trans ou des personnes trans en général. Et pareil, quand on a des rôles féminins, par exemple, elles sont cantonnées à parler d'amour ou de famille, et très peu de femmes finalement dans des rôles de films d'action. On avait vu d'ailleurs à quel point ça avait fait débat d'avoir une femme noire dans le rôle de James Bond, bref. Donc voilà, je pense que si l'art ne se doit pas forcément d'être engagé politiquement, il se doit par contre d'être inclusif et de représenter tout le monde. Pour vous redonner un petit peu d'énergie et d'espoir, il faut pas voir ça comme quelque chose d'accablant ou de fataliste, de dire il faut faire attention à tout ce qu'on fait, à nos représentations, et c'est horrible et c'est super dur, de toute façon on n'y arrivera jamais, on n'arrivera jamais à faire un art totalement inclusif, on fait toujours des choses mal, machin et tout, c'est compliqué, et voilà. Faut pas le voir d'un point de vue négatif, je pense qu'il faut le voir aussi d'un point de vue positif, et de montrer notre marge de manœuvre entre guillemets, et de montrer qu'aussi par l'art on peut faire passer de super messages, on peut faire passer de super belles idées, et on peut aider aussi à mettre de la visibilité sur des luttes, on peut aider à mettre de la visibilité sur des personnes qui n'en ont pas assez, et du coup je pense qu'il faut le prendre d'un point de vue positif comme tout, parce que si on le voit d'un point de vue accablant, effectivement ça donne pas envie de le faire. Donc voilà, moi j'essaie de le voir comme ça, et de dire venez, on essaye de se remettre en question, venez, on essaye de réfléchir ensemble à comment pouvoir représenter au mieux les personnes, les sujets, les choses. Moi, je sais que je fais plein de choses encore mal. Pareil, j'y reviendrai dans un autre épisode, ça doit être insupportable de dire ça, mais sinon ça va durer 3 heures. Mais je me pose par exemple beaucoup de questions sur comment je représente mes modèles, enfin qui je choisis en modèle, pourquoi. Au cinéma ou en général, quand on parle de représentation, c'est pas juste les femmes, c'est aussi les personnes LGBTQIA+, les personnes racisées, les personnes en situation de handicap. Il y a plein de questions à avoir, mais aussi les métiers. Enfin voilà, il y a aussi le prisme de la lutte des classes. Comment on représente les couches populaires, comment on représente les bourgeois, comment on représente la classe moyenne, comment on représente les paysans, comment on représente les informaticiens, les informaticiennes, comment on représente
nos profs, comme je vous ai dit. Enfin voilà, il y a plein de choses, plein de questions passionnantes. Et je pense que c'est justement quelque chose de très passionnant et qui, moi, par exemple, m'a redonné un petit peu envie de continuer à faire de l'art. Parce que pourquoi faire de l'art si c'est pour ne se poser aucune question? Voilà, je me le demande. En tout cas, c'est pas ma vision de l'art et je comprendrais que ce soit différent pour d'autres gens, encore une fois. Mais je pense que l'art est voué à se réfléchir et mais je pense que l'art est voué à se remettre en question, à réfléchir et à voilà, questionner les choses et voilà. Et du coup, il y a plein de sujets. Je pense que par exemple, le débat sur l'écriture inclusive était hyper intéressant pour ça et permettait de voir avec quel biais en fait on réfléchissait nos sociétés. Ça remettait en question beaucoup de choses et beaucoup ont été un petit peu choqués parce que c'est remettre en question notre super belle langue française et accepter qu'elle est réactionnaire et archaïque sur certains points. Mais c'était aussi une belle façon de pouvoir imaginer comment par la suite on peut faire pour changer nos comportements et essayer d'être plus juste dans nos représentations, avec la question par exemple de la féminisation des noms de métiers pour représenter au mieux les personnes qui travaillent. Pour en revenir un petit peu à l'art, il y a un type de récit aussi assez particulier qui est très intéressant, c'est le sujet des science-fiction et des utopies et des dystopies et de comment notre société tend petit à petit à ressembler aux science-fiction qu'on a écrites il y a quelques temps. Il y a une super petite vidéo de Blast, le souffle de l'info, n'est-ce pas, qui en parle et que je trouve absolument passionnante. On s'est habitué à vendre et à regarder, à acheter des dystopies, des mondes apocalyptiques où la technologie a repris le dessus. On imagine le futur hyper technologique, avec une technologie qui a pris le dessus sur l'humanité, avec une technologie qui a remplacé nos métiers, avec une technologie qui permet d'avancer vers le progrès. En tout cas, c'est comme ça qu'on s'imagine le progrès. Justement, on parle très peu de progrès social, mais plutôt de progrès technologique en société. Tout ça, c'est parce qu'on a aussi passé notre temps à réfléchir et à représenter cette forme-là de futur. Mais tous ces biais-là qui nous amènent à réfléchir à ce futur-là qui donne très peu envie finalement, mais vers lequel on tend, il montre aussi qu'on peut réfléchir à l'inverse à un futur sobre et peut-être un futur différent et parler de progrès plutôt social. Et ça, c'est l'imaginaire, par exemple, capitaliste, vers lequel on tend. Cet imaginaire productiviste, cet imaginaire qui dicte notre société en ce moment et depuis très longtemps d'ailleurs. C'est intéressant aussi du coup de montrer que on peut à l'inverse réfléchir à un monde différent et que ça, en fait, faut juste s'ouvrir un petit peu l'esprit et sortir de cet imaginaire collectif capitaliste, surproductiviste, patriarcal, etc., etc., et de montrer qu'en fait un autre avenir est possible et qu'on peut réfléchir à d'autres choses. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui c'est la seule issue et que voilà. Mais justement, en fait, les personnes qui travaillent dans les médias ou dans l'art, c'est aussi leur rôle que de représenter aussi un autre imaginaire. Et par exemple, il y a pas mal de médias indépendants qui le représentent aussi, cette haute possibilité de futur. Et ça, en fait, c'est des choses qu'on peut mettre en lumière et qu'on peut réfléchir ensemble. C'est juste que c'est tellement difficile de s'imaginer des choses qu'on ne voit pas, de s'imaginer des choses qu'on ne représente pas, qu'on se dit que c'est pas possible. C'est comme dans la lutte féministe, on dit mais tu pourras jamais arriver à un monde où les femmes et les hommes seront égaux en droit, vraiment, seront égaux socialement, etc. Moi, je pense que si, et que y a plein de femmes qui se déconstruisent tous les jours, il y a moins d'hommes mais il y a un peu d'hommes aussi qui se déconstruisent tous les jours. Non, je pense que en fait il y a beaucoup de gens qui ont déjà imaginé, il y a beaucoup d'économistes, il y a beaucoup de scientifiques, il y a beaucoup de travailleurs et de travailleuses qui sont déjà dans cette transition-là, écologique et sociale. Et c'est aussi, en tout cas, peut-être de notre responsabilité que de les mettre en lumière. Je voulais vous parler aussi de l'art, de l'état de l'art dans les luttes. Je pense que l'art a toujours été soit pionnier ou en tout cas a beaucoup aidé à la mise en lumière de certaines luttes.
et aussi à les imprégner au fur et à mesure dans l'histoire. Et il accompagne aussi les luttes au quotidien, mais les chansons techno qu'on entend en manif, par exemple des vulves assassines, c'est un exemple comme un autre, mais il y a aussi plein de photos de nos luttes. Ça, il faudra faire attention aussi à anonymiser les gens si vous leur avez pas demandé avant, parce que ça peut être hyper dangereux pour eux. Mais il y a beaucoup de milieux culturels aujourd'hui qui supportent la lutte. On voit les métiers de l'art qui bloquent les théâtres, qui créent des occupations dans des musées, qui balancent des pancartes avant les représentations. Il y a aussi des artistes ou des établissements ou des compagnies qui vont lancer des concepts qui permettent de récolter de l'argent pour la caisse de grève. Enfin voilà, il y a plein de façons en fait de s'engager dans son art. Par exemple, là, il y a pas longtemps, c'était l'association La Familiale qui a créé le concert Brave, et ils sont en train de créer le deuxième. C'était une scène qui regroupait pas mal d'artistes, notamment de rappeurs et de rappeuses, et dont les bénéfices étaient reversés à la caisse de grève, justement. L'art, ça peut aussi permettre de créer des débats et de les mettre sur la table, que ce soit dans la vraie vie ou sur Internet. Je sais pas si vous voyez un film demain qui parle d'avortement, bah vous allez ensuite en parler avec vos amis après. Et ce film-là sur Twitter ou je ne sais quel réseau social va être partagé, et du coup ça va créer des débats aussi là sur ces plateformes-là. Et ça, c'est un sujet dont je voulais vous parler aussi, et c'est un petit peu la suite et la fin de ma réflexion, mais et je mélange peut-être un petit peu trop le sujet de l'art et des médias dans ce podcast, mais en tout cas je voulais parler de représentation en général. Moi, je trouve ça affligeant comment nos médias sont justement très subjectifs, et comment ils nous montrent une façon de représenter justement le futur ou les possibilités. Là, par exemple, si on parle d'actualité avec la réforme des retraites, Macron, on l'entend dire à tort et à travers, c'est la seule solution qu'on avait, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est pas possible justement de réfléchir autrement. Notre modèle économique il est comme ça et on peut pas le changer, et nanana et nanana. Et c'est fou en fait, enfin c'est faux, c'est juste totalement faux. Tout ça, on peut faire autrement, on peut changer les choses. Et voilà, les gros médias aujourd'hui sont soit détenus par l'État ou soit par des grandes fortunes, et du coup c'est pas étonnant que les réflexions qui sont faites sur ces plateaux-là aillent dans ce sens-là. Mais moi, quand je regarde les infos, je me sens impuissante, et je me sens accablée par à quel point le monde va mal. Je me sens impuissante et j'ai l'impression que, de tous les cas, quoi que je fasse, ça changerait rien, et qu'on n'est qu'une fourmi dans la fourmilière, et que de toute façon, les militants, c'est tous des grands méchants, et que voilà, enfin, les gros médias aujourd'hui désempouvoirent les gens, leur montrent qu'ils ont aucun impact, et les divisent aussi entre eux. Et je pense que c'est trop intéressant de voir à quel point, quand tu montres aux gens qu'il y a de l'espoir, quand tu montres aux gens des solutions, c'est pour ça que j'adore les documentaires aussi. Les documentaires, c'est une façon de montrer, regardez, il y a ça qui va mal, mais regardez, telle personne, elle a trouvé telle solution, tel collectif a trouvé telle solution, telle commune a trouvé telle solution. C'est des choses qu'on peut reproduire à plus grande échelle. Moi, c'est ça qui me passionne en fait dans l'art. C'est de dire, regardez, comment on peut représenter les choses autrement, comment ça va impacter aussi nos comportements à nous, comment on peut s'éduquer dans plus d'égalité, plus de bienveillance, plus d'amour. Et en fait, c'est le moment aussi de réfléchir à tout ça, et on peut le faire de façon très joyeuse, on peut le faire de façon passionnante et passionnée, et pas seulement avec un fatalisme déprimant, voilà, au-dessus de nos têtes qui nous accompagne, quoi. Donc, je voulais vraiment dire, venez, on continue à se donner de l'espoir, on continue à essayer de faire les choses au mieux et de faire attention à ce qu'on fait, et à faire du mal au moins de monde possible, et à essayer de faire du bien autour de nous. C'est très niais dit comme ça, mais voilà, vous avez compris. Et je pense qu'on ne se rend pas compte aussi de l'effet cumulatif, et de à quel point, quand une personne s'engage, ça donne envie à une autre, qui donne envie à une autre, qui donne envie à une autre. Et en fait, le mal se propage très vite dans la société, on a l'impression, mais les bonnes choses aussi. Et par exemple, au niveau de l'écologie, ce que disent souvent les militants écolos, c'est la Terre, elle va mal, et la destruction de la planète est très rapide. Et les effets du réchauffement climatique sont catastrophiques et pareil, très rapides, mais la Terre, elle a aussi une capacité de régénération incroyable, et il faut voir les choses comme ça, et pas être dans un fatalisme de se dire on va tous crever dans 50 ans. Par contre, on doit changer les choses maintenant, et vous verrez aussi
redonnons-nous de l'espoir et disons-nous que la Terre a une capacité de régénération absolument malade, que des petites mesures changent les choses très rapidement et que c'est pareil à tous les niveaux, quoi. Genre, engageons-nous, ça donne envie à d'autres gens de s'engager. Et il y a beaucoup plus de gens qu'on croit qui ont de belles valeurs et qui veulent s'investir, juste ils savent pas comment faire, on sait pas, c'est difficile de s'engager aujourd'hui. On sait pas comment faire, on sait pas par où commencer et tout, bah venez, on y réfléchit ensemble. Je blâme pas les artistes qui veulent pas s'engager politiquement de façon significative, je veux dire, et je pense pas que je le fais du tout, que je le fais bien ou que machin du tout. Par contre, j'invite vraiment tout le monde à se poser des questions sur comment ils exercent leur métier, que ce soit artistique ou non. Et c'est mon dernier point, et après je vous laisse tranquille. Encore une fois, c'est juste mon humble avis et c'est pas du tout une liste exhaustive et je pense pas du tout que je le fais assez nanana. Je pense que les questions à se poser c'est déjà je sais pas, imaginons et donc voilà, prenons un exemple concret, imaginons qu'on fait un film sur un couple de lesbiennes par exemple. Il y a pas mal de questions à se poser, c'est déjà quelles sont leurs problématiques au quotidien en France et dans le monde. Enfin là on prend un couple de lesbiennes, mais pourquoi quelles sont leurs problématiques dans la vie réelle, quelles sont les discriminations qu'elles subissent au quotidien. Écouter par exemple des personnes concernées, que ce soit dans notre entourage ou si on n'en a pas, aller chercher sur internet des témoignages, savoir quelles sont leurs réalités, etc. Comme quand on construit un personnage en fait, mais c'est des questions des fois qu'on se pose pas parce qu'on se dit voilà. Faire attention aussi au choix de nos modèles ou au choix de nos acteurs ou nos actrices. Faire attention à la composition de notre équipe, c'est important. Là on peut voir plus loin que cet exemple-là en particulier, hein, dans nos films en général. Est-ce que j'ai l'habitude d'avoir des équipes techniques où il y a 90% d'hommes comme la plupart des équipes aujourd'hui? Pourquoi j'ai autant d'hommes dans mes équipes? Pourquoi j'ai pas d'autres types de profils? Comment je peux faire en sorte d'y remédier? Pourquoi je choisis tel ou tel modèle, telle ou telle actrice dans mes projets? Pourquoi pas d'autres? À quoi ils ressemblent? Quelle est leur origine sociale, etc. Réfléchir au scénario. Pourquoi j'ai écrit cette histoire? Qu'est-ce que je veux faire passer comme message? Pourquoi tel personnage c'est une femme? Pourquoi tel personnage est blanc? Pourquoi tel personnage est queer? Et pourquoi pas celui-ci ou celui-là? Pourquoi j'ai choisi de faire les choses ainsi? Et aussi réfléchir sur toutes ces questions-là tout le temps et prendre conscience que ces réflexions-là, on les a toute la vie et qu'on n'a jamais rien acquis, qu'on doit toujours remettre en question notre travail et nous-mêmes et aussi récolter les avis aussi. On peut montrer ça à des personnes qui s'y connaissent et avoir leur avis dessus. Et des fois c'est dur, hein, c'est pas toujours facile d'avoir des retours, mais c'est important. Et au moins vous serez plus aligné avec ce que vous faites et ce sera peut-être plus aligné avec vos valeurs aussi, etc. Donc voilà, c'est vraiment pas des choses faciles et des fois c'est dur de savoir si on est dans le vrai ou pas, surtout quand c'est des sujets qu'on connaît un peu moins, etc. Je pense qu'il faut être bienveillant aussi, que ce soit entre militants ou entre artistes ou entre voilà. Mais de toute façon, ça se voit, les gens qui se remettent en question ou pas du tout. Et moi-même, j'ai peur souvent de ce que je peux dire ou ce que je peux faire parce que je veux vraiment heurter personne et essayer de bien faire les choses et tout. Mais en tout cas, voilà, j'essaye. Et je vois qu'il y a beaucoup d'artistes qui essayent et je trouve ça trop beau. Ou de gens, de journalistes et tout. Il y a plein de médias indépendants qui sortent. Il y a plein d'artistes qui font des super choses. Et voilà, moi je voulais un peu faire une ode à tout ça. Et je vois aussi par contre beaucoup de gens qui se remettent pas du tout en question justement et qui continuent de faire évoluer des représentations hyper sexistes dans ce qu'ils font et ça me désole un peu. Après, j'essaie de me concentrer sur le bon et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui font de belles choses. Donc moi, ça me donne espoir et je voulais vous donner un petit peu de cet espoir-là. Dans les prochains épisodes, on va revenir sur pas mal de points qu'on a abordés aujourd'hui, notamment voilà, les représentations genrées. On va parler aussi du fait d'être une femme et de faire de la photographie et avec mon expérience, comment moi je vois les choses aujourd'hui et de comment aussi peut-être casser ses propres barrières mentales. Mes réflexions quant au traitement des modèles, l'entraide entre photographes. En tout cas, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que j'attends vos retours en commentaire avec grand plaisir parce que ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce que pour vous, un artiste, ça doit vraiment être engagé?
Est-ce que pour vous, un artiste, ça doit forcément se poser des questions? Est-ce que pour vous, l'art a un réel impact sur les comportements de nos sociétés? Est-ce que pour vous, l'art peut être vecteur de nouvelles réflexions sur notre avenir? Est-ce que pour vous, l'art, ça peut être un moyen de mettre en lumière des luttes? Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine ou un peu plus tard avec un nouvel épisode. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt!